Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Je vous laisse me mettre un petit commentaire pour me confirmer que vous nous entendez bien. Et je vous propose qu'on commence tout de suite ce nouveau live pour juste après, on fait quoi? Ce nouveau live qui est dédié aux entreprises à impact positif et à l'économie régénérative. Alors, je me présente, je suis Audrey Arnaud, je travaille dans la conduite du changement et l'économie circulaire. Et juste après, on fait quoi? Qu'est-ce que c'est? Eh ben, juste après, on fait quoi? C'est un mouvement qui a vocation à vous inspirer, je regarde en même temps, mais c'est bon, vous m'entendez, à réfléchir et à trouver ensemble les modèles économiques de demain. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à Interface, dans la continuité du live qu'on avait fait la semaine dernière avec Laure, qui nous avait expliqué la mission zéro d'Interface. Et aujourd'hui, on aura le plaisir d'accueillir Michael, qui va nous raconter la suite des aventures. Donc, l'idée de juste après, on fait quoi aujourd'hui? C'est de montrer que même si on est une entreprise, on va dire classique, dépendante du pétrole, c'est possible de modifier son modèle et de travailler sur son impact environnemental. Voilà, je passe la main à Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour Audrey, bonjour à tous. Christelle Denidec, du coup, j'ai créé InnovRH pour accompagner les entreprises à construire leur stratégie RSE et en cohérence avec leur vision d'entreprise. Et du coup, je les aide à affirmer leurs valeurs et leurs engagements pour contribuer de manière positive à la société, avec un grand S. Aujourd'hui, je vais avoir le plaisir du coup d'animer cet épisode 4 de Juste après on fait quoi, aux côtés d'Audrey. Alors pour ceux qui ne sont pas habitués à l'outil Zoom, je vous donne quelques consignes. Vous avez Converser qui va vous permettre d'ouvrir en bas à droite un chat. Vous pourrez partager des impressions entre vous et discuter avec tous les participants. Et pour des questions bien ciblées à poser à Michael, vous avez questions-réponses avec un petit onglet au milieu qui s'ouvrira où vous pourrez du coup me contacter et partager en direct vos questions. Du coup, Michael, je te laisse la parole pour te présenter. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour Audrey, bonjour Christelle. Donc moi, je suis Michael Cornou, je suis le directeur marketing communication d'Interface pour la France et l'Italie. Donc mon travail principalement, c'est d'adapter à nos deux marchés la stratégie mondiale et européenne d'Interface, à savoir développement produit, communication et bien évidemment mission zéro ou plus sur notre stratégie environnementale. Merci Michael. Est-ce que tu peux nous dire un peu combien de temps ça fait que tu es chez Interface? Oui, alors donc moi je suis un vrai bébé Interface puisque j'ai commencé ma carrière chez Interface il y a 10 ans et c'était ma première grosse expérience après stage suite à une école de commerce assez classique où j'étais sur des missions marketing pur. Et donc voilà, depuis 10 ans chez Interface avec pas mal d'évolutions puisque je suis rentré en tant que chargé de projet opérationnel et j'ai eu la chance d'évoluer au gré des modifications dans notre équipe en local. Ça marche. Alors, je vous propose de partager les résultats du sondage. Déjà, tout le monde a la forme et est impatient de découvrir la suite de l'histoire d'Interface. Donc, on est ravis de cela. On voit qu'on a avec nous des porteurs de projets, des salariés, des consultants et des curieux. Et puis, alors, est-ce que vous pensez que Interface a réussi sa mission zéro en 2020? Alors, 80% pensent que vous avez réussi. Donc, pression, Michael. Est-ce C'est que la tu pression. peux nous dire déjà, alors on va garder un tout petit teasing supplémentaire. Est-ce que tu peux, pour ceux qui n'auraient pas été là la semaine dernière, nous dire vraiment en 2 minutes qui est Interface et qu'est-ce que c'est la mission zéro? Oui, donc Interface en fait c'est l'inventeur de la dalle de moquette. Donc la dalle de moquette, ce sont ces petits carrés de moquette qui sont principalement dédiés au marché professionnel comme les bureaux principalement. Donc les petites dalles de 50 par 50 cm. L'inventeur est le leader mondial et leader français également. Et donc, en tant que fabricant industriel de moquettes, une entreprise très polluante, puisque pendant des années, on était dans une économie totalement linéaire, extraction des matières premières, transformation et fin de vie. Et depuis 25 ans, grâce à notre fondateur Ray Anderson, nous avons totalement changé notre stratégie puisque nous avons posé un engagement, donc celui que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est Mission Zéro.
qui est l'engagement de supprimer tout impact négatif sur l'environnement d'ici 2020. Et à terme, effectivement, on avait déjà les prémices d'une ambition de devenir une entreprise restauratrice. Alors, l'entreprise restauratrice, on va se garder ça pour juste après. On va déjà se préoccuper. Donc, mission zéro, on a bien compris. L'idée, c'était d'avoir zéro impact sur l'environnement. Ce que je voudrais peut-être rappeler par rapport à ce qui avait été dit la semaine dernière par Laure, c'est que c'était zéro impact sur l'environnement sur tout le cycle de vie. Ce n'était pas seulement sur ce qui était conditionné à partir du moment où ça rentrait chez Interface et ça sortait. Est-ce que tu peux nous en dire juste un tout petit peu plus là-dessus ? Effectivement, quand on a pris cet engagement, on a vraiment voulu avoir un impact nul sur toute la durée de vie de nos produits, donc de l'extraction des matières premières à la fin de vie. Et pour ça, on avait commencé avec l'ACV de nos produits qui nous avait permis de déterminer… Alors, ACV, c'est l'analyse de cycle de vie. L'analyse de cycle de vie, qui nous avait permis de déterminer les priorités pour commencer ce voyage, sachant qu'on aurait pu penser que la partie manufacture et transformation était la plus grosse, mais il s'avère que chez nous, pour nos produits, le plus important, c'était les extractions des matières premières. Et c'est sur quoi on a travaillé en premier, sachant que la prise en compte de mission zéro, c'est vraiment sur toute la durée de vie du produit. C'est ça. Donc, sur les 3 scopes, s'il y a des experts qui nous regardent, voilà, c'est bien sur les 3 scopes. Du coup, alors, on arrête là le teasing. Est-ce que vous avez atteint la mission zéro, le zéro impact, puisqu'on est en 2020 ? Alors oui, on a atteint mission zéro puisque depuis l'an dernier, donc avec un an d'avance, tous nos produits sont neutres en carbone. Donc, on a vraiment atteint cette neutralité carbone. Maintenant, pour être totalement transparent avec vous, le Français que je suis et l'Européen que je suis dirait que c'est à moitié réussi. La version américaine, on a réussi, on est neutre en carbone, c'est ce qu'on voulait. On a réussi à baisser drastiquement l'impact carbone de nos produits et c'est ce qu'on verra par la suite. Mais pour atteindre cette neutralité, on a toujours une petite compensation. Une compensation carbone qui nous permet d'arriver à zéro. Donc, oui, c'est réussi, mais pas comme on aurait voulu. Alors, on va revenir sur cette notion de compensation carbone. Ouais. Peut-être simplement, tu avais ces chiffres-là à nous partager. Est-ce que tu peux nous les commenter, donner un tout petit peu de sens sur chacun ? Oui. Alors, du coup, déjà, on va voir que ce sont des chiffres énormes, hein, puisque personne dans notre industrie et personne dans d'autres industries n'a réussi à pouvoir présenter de tels chiffres. Donc, le premier, c'est la réduction à niveau mondial. Hein, on a 6 usines. Donc là, les chiffres qui sont ici, ce sont les chiffres mondiaux de toute l'activité Interface. On a réussi à réduire de 96% nos émissions de gaz à effet de serre via tous les process de transformation que Laure a présenté la semaine dernière. L'énergie renouvelable a atteint 89% sur nos sites de fabrication. Alors, les Européens, on est un petit peu mieux puisqu'on est déjà à 100%. Mais voilà, à niveau mondial, on est à 89%. Faut savoir que l'Europe, c'est l'usine mère puisque à Scherpenzeel, en Hollande, c'est l'usine historique de Gars, qui est aussi l'usine sur laquelle on a énormément travaillé, dans laquelle nos ingénieurs ont été précurseurs sur cette transformation. Donc 100% d'énergie renouvelable. Un chiffre vraiment important, c'est l'intégration de produits recyclés ou biosourcés à hauteur de 54% sur tous les produits. Ce qui est intéressant en fait dans ces chiffres, c'est qu'on ne choisit pas 1 ou 2 ou 3 produits. On a vraiment voulu transformer l'intégralité du portefeuille qui nous permettent de donner ces chiffres sur la totalité du portefeuille moquette. On reviendra après dessus, moquette uniquement. Alors attends, est-ce que Christelle, il y a des questions ? Oui, tout à fait. J'ai une question de Noémie qui souhaiterait savoir si vous avez limité la compensation à l'intérieur de votre chaîne de valeur, in-setting uniquement. Alors non, en fait, ce qu'on a fait quand on voit la réduction de l'empreinte carbone, c'est vraiment l'empreinte carbone sur toute la chaîne de valeur. Donc l'empreinte carbone de l'extraction des matières premières à la fin de vie. Quand on voit le chiffre de 69%, c'est bien évidemment les activités directes. C'est sur la fabrication, sur l'approvisionnement en matières premières, c'est là où ça a été le plus simple. En revanche, dans la chaîne de valeur, tout ce qui est externe finalement à notre activité, là où on a le moins d'impact, la réduction est moins drastique, mais on a voulu l'intégrer dans l'empreinte carbone totale. Donc c'est pour ça
en gros, les 31% qui manquent, c'est justement dans la chaîne de valeur, ces points qui ont été un peu plus difficiles à réduire, Alors notamment. peut-être parce que on va revenir plus précisément là-dessus pour bien comprendre cette notion de 69%, 31%, qu'est-ce que ça veut dire compensation Ouais. et là où sont les difficultés. Je te laisse peut-être finir de commenter les autres chiffres de manière à ce qu'on ait le panorama global et on rentre dans cette notion de compensation. D'accord. Donc le quatrième chiffre, la consommation d'eau, Ouais. c'était évident que dans une activité très 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 consommatrice en eau, que ce soit dans la fibre, la sous-couche et l'activité industrielle, on est un gros consommateur d'eau. Donc du coup, on a réduit de 89% cette consommation, encore une fois mondiale, et à 99,9% en Europe, puisque nos toilettes fonctionnent encore à l'eau. Ce ne sont pas des toilettes sèches, donc les toilettes de l'usine sont intégrées dedans. Le chiffre phare, c'est l'empreinte carbone qui a été réduite de 69%. Donc en gros, quand on prend l'empreinte carbone de nos produits en 96 et aujourd'hui, on a des émissions carbone qui sont réduites à 69% par rapport à 94. On voit par rapport aux chiffres qui étaient présentés la semaine dernière, 3 points, on est à 3 points en plus. Il me semble qu'on était à 66%, oui, puisqu'on avait une année d'écart avec les chiffres de l'ordre. Donc, ce qui est quand même énorme de voir les 3% en plus. Mais on se rend compte qu'on arrive déjà à un palier sur cette empreinte carbone. On reviendra dessus après. Et la mise en décharge des déchets d'usine qui a été réduite de 92%. Et encore une fois, pour l'Europe, on est à zéro déchet en usine. Ok, donc on voit bien que quand même, globalement, les chiffres marquent une très, très grosse réduction de l'impact environnemental. C'est évident quand on voit ces chiffres-là. Par contre, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus, effectivement, cette notion de 69% versus 31%? On a bien compris que c'était donc sur l'ensemble du cycle de vie, depuis l'extraction du pétrole jusqu'à la fin de vie du produit, une fois qu'il n'est plus utilisé, qu'il est arraché quelque part du sol et qu'il faut lui trouver sa fin de vie. Donc, on a bien compris que c'était sur l'ensemble de ces sujets-là. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous atteignez un palier à 69% et ce que ça représente les 31% de compensation? Oui. Alors, du coup, l'idée première, c'était vraiment d'arriver au zéro en réduisant à 100%. C'est ce qu'on souhaitait. Mais il se trouve que ce n'est pas forcément possible, puisqu'il y a des activités qui sont externes aux activités à interface. Donc, même si en tant qu'industriel, on veut vraiment pallier à cet impact global, il y a toujours des choses qui vont être plus compliquées. Par exemple, tout ce qu'on a réussi à faire d'un point de vue fibre, c'est aussi parce qu'on a été accompagné par les bons fournisseurs de fibres. Il se trouve que sur d'autres activités telles que la livraison ou la fin de vie, ça peut toujours être plus compliqué de trouver le bon fournisseur. Donc, il y a des choses, on a beau vouloir mettre en place, et je pense qu'on reviendra dessus, surtout pour la fin de vie, on incite à mettre en place, mais on n'a pas forcément les résultats. Donc concrètement, aujourd'hui, on est arrivé à ces 69% de réduction d'empreinte carbone grâce à la transformation des matières premières, des process de fabrication, de l'utilisation qui est intégrée, puisque dans l'éco-conception de nos produits, on a également fait en sorte d'avoir un impact réduit sur la consommation énergétique et sur l'empreinte de nos produits sur site, comme l'aléatoire ou le tactile. Tout ça, ce sont des solutions qui permettent de diminuer cette empreinte carbone. Si ces solutions vous intéressent, je vous invite à regarder le replay du live de la semaine dernière. Évidemment, on ne va pas rentrer dans ce détail. Et du coup, la réduction à 69%, qui est énorme, va pouvoir continuer en développant de plus en plus de produits 100% recyclés. Par exemple, on n'a pas encore atteint, on le voyait dans le chiffre, on est à peu près la moitié de notre catalogue qui est en 100% recyclé. Ça, on va pouvoir transformer et tout notre portefeuille va être 100% recyclé ou biosourcé. Là, c'est un axe majeur pour améliorer. En revanche, il y a toujours le 14% d'empreinte qui est en fin de vie où les transports seront là. Donc, concrètement, la réduction, elle est de 69%, ce qui veut dire qu'il y a 31% qui reste à trouver et on a toujours une empreinte positive de 31%. Jusque-là, ou négative, voilà, donc oui, alors positif dans le côté empreinte carbone. Notre bilan, il est positif. Ouais.
Et du coup, quand on a… Jusque-là, on avait un programme qui s'appelait Cool Carpet, qui était un programme de compensation à la demande. On a toujours été plutôt contre la compensation parce que pendant les 20 dernières années, on se rendait compte que beaucoup d'industriels considéraient la compensation comme un vrai droit à polluer. Donc en gros, on est gros, on peut payer, on va acheter des crédits et puis de l'autre côté, on peut polluer. Donc c'est vraiment pas ce qu'on veut faire. Qui pose d'ailleurs débat dans certaines industries comme l'industrie aéronautique qui compense, mais effectivement, il y a quand même cette notion d'un moment de droit à polluer c'est ça. qui pose question. C'est ça. Si on compense sans réduire drastiquement de l'autre côté, ça n'a aucun intérêt. Si en revanche, c'est une activité qui est vraiment en parallèle et on compense le reste après avoir réduit drastiquement notre impact, ça a du sens. Donc, ce qu'on a fait, c'est que le Cool Carpet, on l'a toujours proposé puisque réinvestir dans des projets de reforestation, d'éolien ou d'autres développements d'énergie renouvelable, ça a un gros intérêt. Donc, on l'avait proposé. Mais ce qu'on a décidé de faire l'an dernier, c'était de rendre systématique la compensation sur le reste. Donc, c'est comme ça qu'en fait, en ayant réduit de 69% et en compensant les 31% restants, on arrive à une neutralité carbone sur notre portefeuille produit. Je reprécise peut-être pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas la notion de compensation, que la notion de compensation, ce sont des programmes pour compenser les émissions en reforestant, comme tu disais, en investissant dans les énergies renouvelables, etc. Oui. Ce que tu venais d'expliquer. Peut-être avant d'aller plus loin, je vois qu'il y a une autre question. Oui, avant qu'on passe peut-être à Climate Take Back, tout à l'heure, quand on regardait ces chiffres, Michael, tu faisais un distinguo entre l'Europe et hors Europe. Et du coup, qu'est-ce qui explique ces différences de résultats? Alors, il y a eu des choix qui ont été pris en termes d'usines pilotes, souvent. Donc, sur la réduction et sur l'intégration de produits recyclés, biosourcés, l'Europe était en premier dans les tests. On avait aussi la facilité avec Aquafil, notre fournisseur qui est italien. Donc, il y a eu pas mal, historiquement parlant, de prises de décision qui ont été prises ici. Mais par exemple, pour la suite, on a pris en usine pilote les États-Unis et l'Australie, et vous verrez que sur notre stratégie d'impact positif cette fois, les deux autres usines sont pilotes. Donc en gros, pour des décisions d'ingénieurs, où il a fallu travailler sur certains projets dans une usine pour améliorer, on a choisi pour la réduction Scarpenzel, et pour d'autres transformations peut-être plus radicales, les usines américaines et australiennes notamment. Merci. Et alors, peut-être avant de continuer, c'est de comprendre un petit peu plus, tu parlais de la difficulté, c'est sur la fin de vie et le transport, sur lequel vous ne maîtrisez pas forcément. On avait parlé de la semaine dernière du fait que vous avez travaillé sur un programme de fin de vie pour pouvoir du coup réintégrer les produits. Vous aviez un partenariat avec Ares, qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, pour pouvoir du coup monter un programme, une proposition sur le recyclage. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui pose souci? Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui se trouvent confrontées à ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui pose souci sur la fin de vie des produits? Alors la fin de vie, il y a pas mal d'obstacles. Malgré tout le travail qui a été fait dans le monde et en France, et Laure qui est dans les participants, a énormément travaillé sur le développement des différents partenariats, que ce soit avec les ressourceries ou d'autres partenaires comme Ares. Tous les programmes existent, fonctionnent, mais il y a encore des gros soucis, on va dire, logistiques, premièrement, puisque quand on veut faire une récupération, on se retrouve dans une problématique de logistique inversée qui n'est pas toujours simple à mettre en place. Souvent, nous, on sait très bien prendre de l'usine, envoyer sur un chantier à un instant T. En revanche, parfois, pour pouvoir récupérer la palette au bon moment, ça peut être des choses complexes. Donc, même si on a le programme et même si on sait le faire, les clients n'ont pas forcément conscience de cette possibilité. Et à contrario, quand ils vont faire appel à ça, ils vont avoir un souci de timing qui parfois est très complexe à organiser. Et ensuite, on peut penser à une problématique de coût, puisque ça coûte de l'argent de récupérer. Ça coûte plus cher de le renvoyer vers vous palette plutôt. Enfin, on pourrait penser que ça coûte plus cher plutôt que de le mettre en décharge ou voilà, de mettre toute la benne
avec tout ce qu'il y a dedans. C'est ça. Actuellement, ça coûte un petit peu plus cher tout de même de renvoyer. Si on veut prendre la palette, la renvoyer à l'usine pour recycler à l'identique, ça coûtera un peu plus cher que la mise en décharge. Maintenant, on attend vraiment les nouvelles réglementations qui vont augmenter le coût de décharge et qui vont inciter les clients à faire appel à ces services de récupération. Il y a dans l'industrie des industriels, par exemple les plafonds. Hein, on rencontre souvent Armstrong dans les plafonds qui proposent un service de récupération en fin de vie gratuit puisque leur usine est même installée en France. Et pourtant, on voit que les clients ne font pas appel à ça. Donc, la problématique de coût, elle est là. Il faut la prendre en compte. Et bien évidemment, si ça nous coûte moins cher de recycler que de mettre en décharge, ce sera un vecteur positif. Mais ce n'est pas la seule. Et le dernier point que je vois, c'est sur on est à 100, depuis 20 ans, on est à 130 millions de tonnes de produits qui ont été récupérés via Reentry dans le monde. Il faut savoir que 95% de ce qu'on récupère, c'est en Californie, là où l'État a vraiment donné une réglementation qui interdit les industriels de la construction, les professionnels de la construction à mettre en décharge. Donc, on espère qu'avec les nouveaux labels, notamment la montée du E+C- et éventuellement d'autres normes, que cette fin de vie sera beaucoup plus prise en compte. Et même si on n'a jamais attendu des réglementations, et je pense que ça a été toute la force de Mission Zéro et toute la force d'Interface, c'est d'avoir fait ce qu'on avait à faire sans attendre une quelconque réglementation. Pour cette fin de vie, la réglementation sera bien utile. Oui, donc on voit bien l'importance malgré tout à un moment de la puissance des pouvoirs publics dans le fait d'inciter tout un secteur à aller vers plus de circularité dans la gestion des déchets. Totalement. Peut-être, j'ai une question qui peut être un peu bête, mais je ne me rends pas compte parce que je me dis des moquettes, c'est là, la durée de vie, on en parlait, on disait que ça pouvait durer 15-20 ans un seul. Un client, comment il fait pour savoir que cette moquette, elle est d'Interface, qu'elle est recyclable? Est-ce que vous travaillez là-dessus? Alors déjà, bon là ça va être le marketing qui te parle, mais si la moquette est belle et elle a bien vieilli, c'est que c'est de l'Interface. S'il y a tous les rebords qui remontent et tout, on sait que c'est pas nous. En revanche, de manière beaucoup plus concrète et objective, quand on tourne la dalle sur les sous-couches, il y a la marque des fabricants, la marque qui est inscrite. Donc du coup, quand on prend une dalle, en espérant qu'elle n'ait pas été collée et qu'on ait eu tout le travail qu'on incite avec le tactile ou avec des poisses. Hélas, même une poisse, après 6-7 ans de poisse, ça reste collé. Si on l'enlève, on n'a pas forcément la marque. Mais c'est aussi toute une des difficultés parce que les services généraux, ça change, ça évolue dans une entreprise. Donc, du coup, on n'a pas forcément la connaissance de chaque marque qui est installée dans nos bureaux, que ce soit la cloison, le plafond, le mobilier de bureau, c'est un peu plus simple, ou la moquette. Et quand bien même on sait quelle est la marque qui est installée, il faut également savoir que l'industriel propose le programme. Ça. À part mettre recyclez-moi derrière toutes les dalles, sinon il faut sensibiliser ses clients. Ça marche. Donc, du coup, on a bien compris, Mission Zéro, globalement, à l'américaine, c'est atteint. En version européenne, c'est déjà un joli chiffre puisqu'on atteint, notamment en compensation, en termes de carbone, une réduction de 69%. On a 31%, c'est toujours compliqué. Par contre, tu nous parlais tout à l'heure qu'il y avait quand même la moitié du catalogue qui était proposé en recyclé et que l'objectif, c'est d'aller vers 100% du catalogue en recyclé ou en biosourcé. Exactement. Et on sait que ça, c'est un gros impact. Donc, ça veut dire que ce 69%, il peut encore monter? On envisage facilement un plateau aux alentours de 70-75%. On sait qu'en termes d'intégration dans nos produits, c'est à peu près ce sur quoi on table. Maintenant, puisqu'on veut avoir ce véritable impact, on pense que des choses sont possibles via une autocompensation. Et c'est pour faire un peu de teasing via Climate Tech Back. Pour la suite. Alors peut-être avant de rentrer dans Climate Tech Back, qui est la nouvelle mission, il y avait eu des questions la semaine dernière parce que finalement, Ray Anderson, on a vu que la mission zéro était très liée à Ray Anderson et on pourrait se dire dans votre entreprise, se dire tiens, moi, je n'ai pas un Ray Anderson chez moi, donc je n'ai pas la chance d'avoir un visionnaire qui puisse du coup faire bouger les choses au sein de mon entreprise. Or, Ray Anderson, de mémoire, est décédé en 2011, je crois. Oui. 2011, donc, ça veut dire qu'il y a eu d'autres personnes qui lui ont succédé
à la tête de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé suite à ces changements et Oui. est-ce que ça a remis en cause à l'époque Mission Zéro? Alors, effectivement, le fait que ce soit quand même le fondateur au départ, ça a été un gros levier positif pour faire cette transformation. Il y avait une question la semaine dernière, je ne sais plus si on avait répondu, mais Ray Anderson, même si fondateur, n'était pas l'actionnaire majoritaire. Donc, du coup, on a vraiment un board et un conseil d'administration niveau monde en tant qu'entreprise cotée et vraiment ce board est ultra important et majoritaire. C'était pas le fondateur. La question s'est tout de même posée au décès de Ray Anderson. On a eu depuis deux DG. Un qui était très éloigné de l'environnement, qui était plutôt financier et qui avait un vrai objectif de développement commercial. Et qui venait de d'ailleurs, chez Coca-Cola, je crois. Il venait de chez Coca-Cola, voilà. Ouais. C'est Atlanta, la petite famille Atlanta. Ouais. Et du coup, son ambition, c'était de développer financièrement Interface. On est passé en 5 ans d'un chiffre d'affaires d'1 milliard à 1,3 milliard, avec développement à l'horizontale une stratégie vraiment de développement horizontal, puisqu'on s'est défait de la moquette et on a la moquette qui est toujours 80% de notre chiffre, mais on a également maintenant des solutions en vinyle et en caoutchouc. Toutefois, l'engagement Mission Zéro a perduré grâce à tout le reste des employés. Alors, j'ai parlé en termes de direction, mais la direction monde a tout de suite pris à bras-le-corps la suite de Mission Zéro. Et on a tout de suite voulu intégrer dans ce développement financier et ce développement de business les améliorations qui ont été inscrites dans la moquette sur le vinyle et sur le caoutchouc. Donc, dans le nouvel objectif qui est à horizon 2040, cet impact négatif à zéro dans un premier temps et impact positif, ça doit toucher tout le portefeuille produit. C'est pour ça que les premiers chiffres qui ont été présentés sur Mission Zéro, je m'attarde uniquement sur la moquette, puisque c'est là où on a un levier de comparaison. Mais sur les écométriques à venir, on intégrera bien évidemment moquette, vinyle et caoutchouc. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que comme on nous disait que la moquette, à l'époque, c'était impossible de la recycler, eh bien, il se trouve que le vinyle, il y a encore 3 ans, tout le monde disait que c'est du PVC, le vinyle. Du coup, c'est quand même une industrie extrêmement polluante. On ne fait pas dans la simplicité, nous, on prend les choses la plus polluantes et puis on essaye de le transformer. Mais le vinyle, c'était difficilement recyclable et il se trouve que l'année prochaine, on sortira des produits à haute teneur recyclés pour nos vinyles aussi. Et donc, pour ta question sur le board, il faut savoir que à la direction mondiale, ça reste. Là, notre nouveau DG, c'est Dan Hendricks, qui travaille depuis plus de 30 ans chez Interface et qui a été le bras droit de Ray Anderson. Donc, du coup, on sait très bien que ça va encore plus développer l'ambition environnementale. Et ensuite, à notre échelle, tout le monde chez Interface prend Mission Zéro à bras-le-corps. Et même moi, par exemple, qui était vraiment très, très, très loin des volontés environnementales, puisque pour moi, c'est avant Interface, il y a 10 ans, je pensais vraiment que l'environnement et le développement durable, c'était uniquement du greenwashing. Si aujourd'hui, je suis encore là, c'est vraiment pas parce qu'on vend de la moquette, c'est surtout parce qu'on a cette ambition et ce projet environnemental qui est au-delà des ambitions d'une industrie classique. Et alors justement, pour la partie marque employeur, notamment, on reviendra peut-être après sur la capacité du coup à recruter et à fidéliser les collaborateurs quand il y a du sens et en tout cas de l'engagement. Oui, ok. On peut revenir, on peut développer peut-être là-dessus, effectivement, parce que tu nous disais que tu restes grâce à ça. Tu n'es pas venu à cause de ça, mais tu restes grâce à ça. C'est ça. Et tu nous disais que finalement, le PDG qui venait de Coca s'est rendu compte qu'en fait, c'était tellement culturellement ancré qu'il ne fallait pas défaire cette vision. Non. Aujourd'hui, est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner en termes de marque effectivement employeur sur la partie turnover, la durée voilà, combien de temps les gens restent dans l'entreprise à peu près? Alors toi, ça fait 10 ans. Laure, on a vu qu'elle a été restée 13 ans. C'est ça. Ça fait. Alors du coup, j'ai bien eu les chiffres. La longévité moyenne chez Interface France, elle est de 10 ans. Okay. Voilà, donc ce qui est quand même bien supérieur au marché et à d'autres types d'entreprises.
Et la plus ancienne, par exemple, elle est là depuis 30 ans et ce n'est pas la seule. Alors, en termes de turnover, les 2-3 dernières années, ça a un petit peu augmenté aussi parce qu'on a eu beaucoup de départs en retraite. On se situe à peu près à une dizaine de pourcentage de turnover. Donc, on a à peu près 5 sur la France, hein, où on est 50. On a eu 5 départs. Mais voilà, en termes de turnover, c'est bien, mais par contre, la longévité est assez incroyable. Et beaucoup de ce qui est assez sympa ces dernières années, c'est que beaucoup de jeunes aussi qui arrivent ou qui ont, pareil que moi, un peu l'ambition de rester 2-3 ans pour se former et aller ailleurs, restent. Et rien que dans mon équipe, on est à plus de 6 ans d'ancienneté pour tout le monde, même avec des jeunes diplômés. Donc c'est à l'époque. Donc c'est vraiment intéressant. Et du coup, par rapport à ça, on avait parlé la semaine dernière du programme Ambassadeur Oui. qui vise à former tout le monde sur le développement durable dès le départ. Je crois que c'est quelques jours à l'arrivée. Et puis, on peut évidemment être ambassadeur pour que les choses bougent chacun sur ses métiers. Il existe toujours ce programme? Il existe toujours. Il existe toujours. Donc, en fait, effectivement, il y a 3 niveaux. Donc, on arrive, on a une formation vraiment basique sur ce qu'est l'environnement, le développement durable dans un premier temps. La deuxième étape, c'est vraiment… Oui, donc qu'est-ce qui est développement durable chez Interface? La deuxième étape, c'est une formation un peu plus longue sur la base du volontariat de 2 ou 3 heures en WebEx, en plusieurs étapes, où là, on entre vraiment dans des projets plus précis. Et la dernière étape, qui est par contre vraiment, faut vraiment présenter et le vouloir, on part dans notre usine pendant 2 jours et on travaille sur des projets qui sont dans le scope de nos activités. Donc, si on est un commercial, au service client, un employé à l'usine, au marketing, à la com, au RH, n'importe où, on travaille sur un projet qui nous permettra de réduire l'empreinte d'interface dans notre scope d'activité. Donc, une fois qu'on intègre ça, qu'on développe le projet, on nous donne aussi les moyens de le mettre en place et de le développer. Et beaucoup de nos innovations, qu'elles soient amélioration d'usine, développement produit ou proposition de service, découlent de ce programme d'ambassadeur. Alors, du coup, on a parlé du coup, de la mission zéro. La mission zéro, elle a été mise en place en 1994 avec une finalité en 2020. On pourrait se dire, à l'époque, on avait peut-être plus la capacité à se projeter dans le temps long par rapport à aujourd'hui où on fait des visions plutôt à 3 ans, etc. Ce que je trouve intéressant avec Climate Tech Back et donc la nouvelle mission que vous vous êtes donnée, c'est que vous avez une projection de nouveau à 20 ans et qu'en plus, elle a été construite au moment où c'était le fameux PDG Jay Gould qui venait de Coca-Cola et qui donc lui-même est allé plus loin sur le chemin que vous avez défini. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Exactement, oui. Donc, en fait, après 25 ans, on s'est dit que le zéro n'était plus forcément suffisant et que si on veut anticiper les enjeux climatiques et sociaux, il va falloir faire plus. Donc, on avait déjà les prémices de développement, si je parle produit, de choses qui potentiellement pourraient avoir un bilan carbone négatif, donc à savoir on donne plus à la planète que ce qu'on extrait. Comment on verra après. Et on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire pour aussi continuer la stratégie de Ray Anderson, puisque début, dans l'intégration de Mission Zéro, c'était réduire l'impact environnemental et à terme, déjà, il y avait cette ambition de devenir une entreprise restauratrice. Donc, Est-ce qu'en 2 mots, tu peux nous dire ce que ça veut dire du coup? Alors, peut-être non, attendez, j'avais un petit sondage là, que je vais lancer tout de suite. Hop, c'est parti, je lance. Est-ce que la notion d'entreprise à impact positif et d'économie régénératrice, pour vous, c'est une notion qui est inconnue, qui est connue et en plus, vous travaillez dessus dans votre entreprise ou dans votre cadre de travail? Alors, c'est en train de répondre. C'est super, ça répond vite. Je laisse encore 5 secondes pour finaliser. Alors, regardons les résultats. 30% pour qui c'est inconnu, 43% pour qui c'est connu et quand même 30% qui travaillent déjà dessus. Donc, c'est chouette. Alors, peut-être pour les 30% à qui ça ne parle pas, en 2 mots, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est cette notion
d'économie régénératrice? Eh bien, vraiment, dans le résumé, c'est… alors, je mets dans la vision industrielle, hein, dans l'industrie, on a un impact. Hein, pour fabriquer quoi que ce soit, pour proposer un service ou pour fabriquer un produit, on va extraire des matières premières, on va le transformer, on va utiliser de l'énergie. Du coup, quand on fait un bilan énergétique et un bilan carbone, on va avoir un chiffre qui est toujours en équivalent CO2 qui nous donne, ben voilà, pour tel produit, je vais avoir 10 kg de CO2 par mètre carré, 5, 4, 3, 2, 0 dans une entreprise comme la nôtre. Et souvent, on s'arrête au zéro. Enfin, déjà, si on arrive au zéro pour toutes les entreprises, on est parfait. Et du coup, pour une entreprise restauratrice, ça serait d'aller plus loin et de créer de la valeur. Alors pour nous, la valeur se compte également en carbone et en émissions carbone, mais on peut aussi envisager des enjeux positifs également en termes social et avoir un vrai impact dans notre sphère d'influence finalement. Un exemple vraiment rapide, concret, Laure en avait parlé la semaine dernière, mais Networks, le programme de filet de pêche, c'est typiquement un enjeu qui a un vrai impact positif puisqu'on crée avec moins d'impact, on nettoie et on donne en plus des revenus de substitution à des personnes. Donc, c'est vraiment dans cette globalité, voir comment on peut avoir un impact. Alors peut-être si on passe à la suite, si j'arrive à changer l'écran, Climate Tech Back, donc c'est objectif 2040 avec 4 axes. Est-ce que tu peux nous les décrire un peu plus? Tu avais commencé à rentrer dans le Live Zero tout à l'heure. Exactement. Donc là, il y a effectivement les quatre nouveaux axes. Donc Live Zero, Love Carbon, Let Nature Cool et Lead the Industrial Revolution. Donc le premier, le Live Zero, c'est tout simplement prolonger Mission Zéro. Mission Zéro n'est pas finie. On n'est pas encore au zéro sans compensation. Donc du coup, on l'intègre dans ce point-là. Et l'idée de Live Zero, c'est de continuer de réduire notre empreinte et tout faire pour développer les différents partenariats, que ce soit avec nos fournisseurs, avec nos clients, avec des entreprises, pour vraiment atteindre ce zéro sans aucune substitution. Donc, le Live Zero est toujours là. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait d'avoir le 100% recyclé ou biosourcé. Exactement. L'intégration du biosourcé et du recyclé, c'est ici. Très clair. Le Love Carbone, c'est vraiment considérer le carbone non plus comme un ennemi, mais comme une ressource. Alors, c'est sûr que le côté ennemi, ça fait encore une fois très, très, très américain, mais en tout cas, se rendre compte que le carbone est là. Le carbone fait partie d'énormément de matériaux qui peuvent être utilisés en matière première. Tout ce qui va être matériaux biosourcés, que ce soit du minéral ou du végétal, peut être intégré et nous permettre de couper le cordon, encore une fois, avec le pétrole, tout en créant de la valeur carbone. Donc ça, c'est vraiment comprendre le carbone et voir comment on peut l'intégrer. Et je reviendrai dessus si besoin. Let Nature Cool, c'est comme on l'a vu la semaine dernière, on s'est énormément inspiré de la nature d'un point de vue biomimétique pour développer nos produits. Donc, on l'a souvent adapté à notre recherche R&D en termes de produits. Et là, on a voulu aller plus loin et voir comment on peut imiter la nature dans sa capacité autorégulatrice pour l'intégrer dans notre organisation, dans notre structure et dans nos usines. Alors, le gros projet, le projet pilote pour Let Nature Cool, c'est transformer nos usines pour qu'elles fonctionnent comme des forêts. Alors, c'est assez gros comme nom et ça ne va pas être transformer une usine avec des arbres partout, mais en gros, c'est pour avoir un impact de l'usine qui est nul par rapport à l'écosystème dans lequel est implantée l'usine. Et le dernier point… Alors peut-être juste pour revenir là-dessus, il me semble que tu nous parlais l'autre fois en préparant de la partie température, par exemple, à Atlanta de mémoire. Tu peux nous l'expliquer? Oui, c'est ça. En fait, on benchmark l'écosystème. Donc Atlanta, l'usine, elle est au milieu d'une forêt. C'est plutôt pas mal comme environnement. Et ce qu'on fait, aidé par Biomimicry 3.8, qui est l'organisme de Janine Bénus, qui nous a accompagnés sur les développements produits biomimétiques, on calcule et on prend des mesures de l'écosystème et on le compare à celui de notre usine actuelle et on se fixe pour objectif d'atteindre les objectifs naturels. Je m'explique. Donc, les points phares, c'est les émissions carbone, la filtration de l'eau, la consommation de l'eau, la température, et il y a à peu près une trentaine de mesures comme ça qui sont calculées.
Donc, pour la température, l'écosystème et la forêt autour de notre usine est à une température moyenne annuelle de 28 degrés. Quand on prend la température de notre usine, on est à 38 degrés. Donc, on a déjà 10 degrés de plus. L'objectif à 2040, c'est que la température de l'usine atteigne les 28 degrés. En faisant la même chose sur la filtration de l'eau, donc en proposant des solutions pour que notre usine ait cette capacité à filtrer l'eau ou à réduire la consommation d'eau, et également en calculant quelles sont les émissions de dioxyde de carbone qui sont faites dans l'usine et voir comment on peut l'adapter à notre usine. D'ici 20 ans, on aurait une usine finalement totalement invisible au milieu de son écosystème. Donc, c'est ça l'objectif. Merci. Et donc, le troisième point, avec Mission Zéro, l'enjeu de Ray Anderson, c'était de transformer Interface, mais de transformer également l'industrie de la moquette. Et là, avec le quatrième point, on veut vraiment aller plus loin et montrer que ce qui est possible chez un industriel moquette est possible dans tout type d'industrie, mais également dans tout type de structure. Et du coup, c'est essayer de répandre cette ambition positive dans tout type d'organisation. Et là, oui, ouais. vas-y. Et je voulais, forcément, là, ça nous intéresse puisqu'on est juste après, on fait quoi et qu'on espère forcément que tous ceux qui regardent ou qui regarderont cette vidéo auront envie de suivre l'exemple d'Interface. Concrètement, qu'est-ce que vous mettez en place pour soutenir le fait que l'exemple d'Interface est reproductible sur toute industrie, tout type de modèle? Alors, déjà, c'est d'essayer de communiquer de plus en plus. Jusque-là, on a énormément communiqué dans un réseau d'experts et via nos équipes commerciales, puisqu'un des gros enjeux, c'est de communiquer auprès de nos commerciaux pour qu'eux-mêmes puissent communiquer auprès de leurs clients. Donc, du coup, c'est de montrer tout ce qui est possible et de partager tout ce qui a été fait. Les 7 axes de Mission Zéro qu'on a vu la semaine dernière, c'est facilement reproductible dans tout type d'industrie. On a également fait le rapport des 25 ans, afin de dupliquer ce qui a été fait dans d'autres types d'industries. Mais ce qu'on essaye aussi de montrer, c'est qu'il y a certains programmes qui sont facilement duplicables. Alors, je reprends l'exemple de Networks, parce que c'est celui qui me vient en tête. Mais donc Networks, à savoir les récupérations de filets de pêche aux Philippines, au Cameroun et en Indonésie pour fabriquer de la fibre pour les moquettes. On l'a lancé en 2012, on continue de le développer. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que Dell, le fabricant d'ordinateurs, nous a demandé de partager cette expérience, de voir comment on a pu le mettre en place pour essayer de voir si d'autres choses sont possibles. Et depuis 3-4 ans, il y a un programme qui s'appelle Next Wave, qui est développé par Dell et qui est en fait le petit frère de Networks. On récupère les plastiques dans les océans et on les transforme en nouveaux produits. Et beaucoup d'ordinateurs de chez Dell sont fabriqués avec du plastique récupéré dans les océans en suivant le programme des banques de communautés et de récupération de Networks. Donc ça, c'est super de se dire qu'on a trouvé un nouveau déchet. Le déchet, c'était les filets de pêche. Parce que c'est ça aussi toute la force de faire des produits recyclés à partir de déchets. C'est plus uniquement recycler à l'identique, mais c'est de trouver des déchets et de les réintégrer et de voir que d'autres industries, comme l'industrie plastique des ordinateurs, peut utiliser ces déchets et rentrer dans une véritable économie circulaire. Donc ça, c'est le premier exemple et on va essayer d'en faire d'autres. Super. Et alors, peut-être pour revenir sur le point 2 où tu es allé un peu plus vite sur le côté carbone, voilà. Est-ce que tu as 1 ou 2 exemples de choses qui sont en train d'être développées? Parce qu'on comprend bien, Mission Zéro, on vous a raconté le chemin, mais le chemin, il était parcouru, donc c'est plus facile. Là, on voit bien que c'est 2040, donc de nouveau, on se donne 20 ans. C'est une projection longue. Et finalement, le chemin reste à parcourir, c'est à écrire, parce qu'encore une fois, vous ne savez pas forcément comment vous allez l'atteindre. Donc, quelles sont les premières pistes? Alors effectivement, là je me remets comme si j'avais été là il y a 25 ans où quand on présentait Mission Zéro, tout le monde me regardait avec des yeux un peu de fou. Alors c'est bien parce que je le raconte et j'ai aussi beaucoup entendu Laure notamment le raconter. Et là maintenant on le vit, on ne sait pas encore vers où on va, mais on a vite compris le cadre. Et encore une fois, les 4 points, ce ne sera pas forcément les axes finaux, mais en tout cas l'idée autour du Love Carbone, c'est déjà de comprendre le cycle du carbone, parce qu'on parle beaucoup de carbone, d'empreinte carbone, mais on ne sait plus forcément ce que c'est. Et surtout dans nos activités, où quand on
pense carbone, dans le bâtiment, souvent, on pense uniquement impact énergétique. Et pour beaucoup de bâtiments, l'empreinte carbone, ça va être quelle est l'énergie? Est-ce que c'est du 100% renouvelable? Est-ce qu'on a une capacité à faire nous-mêmes notre énergie? Et puis, point barre. On ne regarde pas tout ce qui se passe en amont. Et typiquement, alors, il y a un terme qui est assez sympa, c'est d'un côté, alors comme l'énergie grise, hein, mais d'un côté, il y a le carbone incorporé et le carbone opérationnel. Et donc, avec nos produits, avec les produits du bâtiment, on va se concentrer sur cette partie carbone incorporée. Et en gros, c'est l'impact carbone de tout ce qu'il y a autour de vous. Quand on est dans un bureau, tous les matériaux qui sont utilisés autour de nous ont une empreinte carbone pour leur fabrication en amont. Et du coup, c'est ce sur quoi on est en train de travailler. Il y a 3 ans, c'était en 2017, on a développé un prototype qui s'appelle Proof Positive. Et c'est une dalle de moquette qui, pour chaque mètre carré installé, aurait un bilan carbone de moins 2 kg de CO2 par mètre carré. Donc, ce n'est pas un aspirateur hein, qui va enlever le CO2 de l'atmosphère, mais en gros, via les matières premières qui sont utilisées, la façon de le fabriquer et tout le programme de récupération en fin de vie, parce que c'est là aussi où c'est important, pour chaque mètre carré installé, c'est moins 2 kg sur le bilan carbone du bâtiment. Donc, c'est énorme, c'est encore un prototype, mais ce qui est super, c'est que là, en 2020, cette année, alors, merci le coronavirus, ça devait sortir en avril, mais du coup, ça va être un petit peu décalé. Mais on a travaillé sur la transformation de la sous-couche. En fait, dans une dalle de moquette, il y a une grosse partie, c'est la fibre. Donc, la fibre, c'est sur quoi on a travaillé en recyclé. Et là, on travaille sur ce qui est invisible, ce qui est sous la sous-couche, qui est également du bitume, hein, donc également un dérivé pétrochimique au départ. Et là, on a réussi à faire une sous-couche biosourcée qui est faite à partir d'éléments biosourcés naturels. C'est principalement de la résine, de la sève, fait de manière renouvelable, hein, bien évidemment. Pas non plus créer des produits sans ce suivi. Et également des déchets de l'industrie du papier. Donc, on récupère des déchets industriels et on a fabriqué une sous-couche biosourcée qui elle-même a un bilan carbone négatif. Donc, on voit que la première étape 2020, on n'aura pas encore un produit à bilan carbone négatif, mais on aura des éléments dans nos produits qui peuvent avoir ce bilan négatif. Et à terme, 2040, ce sera proposé uniquement des produits à bilan carbone négatif dans les 3 types de produits, hein, la moquette, la LVT et le caoutchouc. Et en proposant des produits à bilan carbone négatif et en ayant réduit l'impact de ceux qui ont encore une empreinte positive, on devrait arriver à la neutralité via une autocompensation. C'est ce que donc j'expliquais. C'est vraiment ces éléments. On sait très bien que 100% du portefeuille ne sera pas à bilan carbone négatif. Il y a toujours des leviers à prendre en compte. Mais en ayant cette diminution et ce bilan carbone négatif, on arrivera à un portefeuille neutre en carbone. Ça marche. Alors, j'ai juste une petite question à la volée. Alors, une question d'Anne, et puis moi, j'annexe la mienne en même temps. C'est-à-dire que ça, du coup, je trouve ça super de parler en tout cas, de commencer à parler de produits à impact négatif. C'est assez novateur, en tout cas, dans le concept. Et je pense que ça peut vraiment être un atout différenciateur par rapport à vos concurrents sur le marché. Oui. Mais du coup, comment vous allez réussir à valoriser ça auprès des clients? Et la question d'Anne, c'était vos super résultats de la mission zéro avec la réduction de 69%, etc. Bah aussi, comment vous arrivez à les valoriser? Parce que la semaine dernière, Anne nous disait que bon, c'était un peu compliqué, le client, il s'en fiche un peu. Donc voilà, comment vous allez pouvoir capitaliser là-dessus? Et puis surtout, bah là, vous projetez à 2040 avec des produits à impact négatif. Comment ça va se passer? Alors, ça va avoir un vrai… les clients vont commencer à prêter l'oreille sur le carbone, surtout pour la France. On a une grosse chance à la France avec les expérimentations telles que le label E+C-. Alors, c'est fou parce que ça, c'est vraiment franco-français. Alors, pour une fois, on a la France qui est pilote sur ça. Mais les clients commencent à entendre carbone, E+, C-. On voit là où le carbone peut avoir un côté négatif ou positif. Donc, du coup, on va utiliser cette expérimentation pour faire un peu le côté pédagogue et réussir à expliquer nous-mêmes. Hein, parce que alors, le cycle du carbone, déjà,
ça retourne à la SVT de 6e, mais je peux vous dire que quand on rentre dedans, moi j'avais oublié énormément de choses et c'est pas mal de pouvoir se concentrer dessus, de l'expliquer et de le faire bien comprendre de manière simple à nos équipes commerciales qui ensuite pourront accompagner nos clients. Sur toute notre stratégie environnementale, on a toujours essayé un maximum de rendre clair l'impact du produit via les EPD, via les FDES. C'est assez simple de connaître l'empreinte. Mais alors il faut c'est EPD, C'est quoi ces FDES? sigles? les fiches de déclaration environnementale, donc les fiches de déclaration produits qui permettent de donner l'impact environnemental de chaque produit. Donc c'est complexe, hein, c'est 40 pages, mais quand on sait où chercher, on peut accompagner le client. Et la grande force d'Interface, c'est de pouvoir accompagner les clients quand ils se posent cette question. Donc, on va vraiment utiliser au maximum les infos marchés et notre expertise pour leur faire comprendre quelles sont les données importantes et en quoi nos résultats sont si élevés. Parce que souvent, on a des industriels et des confrères qui peuvent faire une amélioration sur un produit. Ce qu'il faut vraiment voir, c'est qu'il faut voir ça dans son ensemble et que si on a la stratégie qui est omniprésente dans la stratégie de l'entreprise, on va avoir un vrai impact et c'est ce sur quoi on va travailler pour le faire comprendre à nos clients. Okay. Et donc, la deuxième question sur les chiffres de mission zéro, les chiffres de mission zéro seront toujours là. Les résultats, puisque les écométriques de mission zéro sont partie intégrante de Climate Tech Bag via Live Zero. On continuera toujours de faire cette comparaison. Pour la moquette, le point de comparaison sera toujours 96, puisque c'est là où on a fait le point de départ et c'est à ce sur quoi on va arriver à zéro. Sauf qu'on rajoutera les autres portefeuilles. Et par contre, là où ça va, notre enjeu pour nous en termes de communication, c'est comment intégrer le côté négatif. Parce qu'un produit à bilan carbone négatif ne va pas forcément rentrer dans les réglementations. Et ce n'est pas parce qu'on a un bilan carbone négatif qu'on va gagner des points sur une norme telle que HQE ou encore une fois EPUCM. Donc là, il va falloir aussi travailler sur ça. Et c'est mon travail. Alors, j'espère que... Ça marche. Alors peut-être pour comprendre l'idée de juste après on fait quoi, c'est de comprendre comment les entreprises changent les modèles, mais comment aussi, ce faisant, elles n'impactent pas, elles ne dégradent pas leur rentabilité, c'est-à-dire en quoi elles restent avec un business model qui est viable. Et nous, notre conviction, c'est qu'on arrivera à faire bouger les lignes quand on associera ces deux notions, l'environnement et l'économie, plutôt que de les dissocier. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu la situation financière aujourd'hui d'Interface, dans quelle dynamique elle est et quel est son niveau de rentabilité par rapport au marché? Ouais, donc déjà la première chose, c'est de savoir qu'à l'époque, on était le leader mondial. Hein. On est en fonction des pays, entre 35 et 40% en part de marché. On l'est toujours. Donc on est toujours le numéro 1. Et si on est toujours le numéro 1 dans un marché qui parfois a été en déclin, c'est grâce à la stratégie environnementale. Bon nombre de nos confrères sont rentrés, sont repartis. Nous, on a toujours été là, toujours stable. Et bien évidemment, les développements environnementaux nous ont permis d'avoir une vraie résilience sur le long terme. Donc ça, c'est le premier point important. Donc on est toujours numéro 1. Je suis un peu, sans faire la méchante, mais du coup, vous nous disiez la semaine dernière que vous aviez aussi des prix plus chers que le marché. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui vous sauve sur le marché, ou qu'est-ce qui te fait dire qu'aujourd'hui, c'est la partie environnementale qui fait la différence? En fait, c'est dans les chiffres, par exemple, si je prends les produits aléatoires, aujourd'hui, c'est plus de la moitié de nos ventes. Donc, je sais très bien que si on était resté dans une optique de produits monolithiques où c'est tout le temps la même couleur et tout, le marché a vieilli, les tendances ont changé et les performances environnementales nous ont permis de développer des nouveaux designs. Et ça, c'est aussi intéressant de voir que en se développant, en s'inspirant de la nature, encore une fois, on a réussi à créer des nouvelles tendances. Et les tendances créées nous ont permis de garder ces parts de marché. Le prix, effectivement, on est également plus cher. Mais on a toujours été plus cher. Et on était plus cher pour les raisons techniques et de qualité et pas forcément pour les raisons environnementales. Les raisons environnementales, on les a intégrées partout. C'est intéressant, c'est que vous avez l'innovation environnementale a été au service du produit et au service du design et des attentes clients finalement. Exactement. Évoluer, ça marche. Exactement. Pas forcément une réponse. On a créé un besoin design. Le nouvel iPhone de la moquette. C'est ça, c'est ça. La vraie nouvelle tendance, c'est le design biophilique, où on a intégré les éléments naturels dans les espaces de bureau.
On a commencé ça en 2011 et aujourd'hui, c'est la grosse tendance partout et on a vraiment des produits qui permettent de s'adapter à ce genre de choses. Et donc, tu me posais la question de la Rentabilité, ouais. de la rentabilité. En fait, on est à peu près à une rentabilité mondiale. Hein, donc, bien sûr, ça peut être divers pays par pays. Mais on est à peu près à une rentabilité de 6%, ce qui est énorme quand on sait que la rentabilité du marché se situe plutôt entre 2 et 3%. Donc, en fait, on a un objectif de rentabilité qui est 2 fois celui du marché, de même que notre objectif de croissance. Si on a un marché qui fait plus 2, on doit, dans nos objectifs financiers, faire plus 4. OK. Donc, une vision offensive de développement. Oui, Ça marche. exactement. Bon, c'est plutôt positif, je trouve, puisque vous proposez des produits à impact environnemental, du coup, maintenant neutres. Donc, on a plutôt envie qu'effectivement, vous soyez en croissance par rapport à ça. C'est ça. Alors, on en vient à la dernière partie de Juste après, on fait quoi, qui est forcément la situation actuelle. On ne l'a pas abordé avec Laure la semaine dernière, mais ça nous intéresse de savoir un peu comment Interface vit la crise qu'on traverse actuellement. C'est compliqué. C'est compliqué. On essaye de se… on est tous en contact. Alors, bien évidemment, il y a du chômage partiel qui est arrivé. Donc, on a pris de plein fouet l'activité, puisque la construction, ça a été un des premiers secteurs à subir les conséquences. Tout a été annulé. Donc, le mois et demi qui vient de passer pour la France, c'est près de 90% de chiffre d'affaires en moins. Donc, c'est compliqué, mais on travaille déjà sur le après. On se pose aussi des questions, à mon avis, qui vont être véritablement importantes, mais quid de la suite des manières de travailler? Nous, on est sur un marché de bureau. 80% de notre chiffre d'affaires, c'est le bureau. On se rend compte qu'avec la crise qui vient de se passer, il y a des nouvelles tendances, des nouvelles possibilités qui sont offertes aux collaborateurs. Chez nous, le télétravail, c'était assez anecdotique. Maintenant, tout le monde est en télétravail, ça fonctionne bien. Du coup, qu'est-ce qui va se passer dans d'autres entreprises? Donc, on se pose déjà cette question. Et je sais qu'Interface a toujours réussi à se sortir de toutes les crises. Et notre façon de penser, notre façon de voir le côté positif des choses fait qu'on arrivera à trouver des nouvelles solutions. Mais ce n'est pas forcément facile en ce moment. Ça marche. En tout cas, ça ne remet pas en cause l'engagement environnemental dans lequel vous êtes allé. Ça ne fait que renforcer, j'imagine. Ça le renforce parce que, et de toute façon, au-delà de la crise du coronavirus, on voit tous les impacts. Je ne veux pas forcément rentrer dans le détail, mais l'impact environnemental qu'on connaît aujourd'hui avec les pics de pollution qui ont baissé, l'air qui est plus pur, ce soleil là qu'on n'arrête pas de voir. Même moi qui suis d'habitude dans une cave, là j'ai du soleil. Il y a des gros avantages qu'on voit. Ça va peut-être faire prendre conscience. Ça peut être positif comme négatif, parce qu'on se dit aussi, est-ce que le côté green va pas passer dans un deuxième temps après tous ces inquiétudes? Mais non, on se dit que ça va avoir positif. Ça va avoir un impact positif. On va se rendre compte de l'importance de notre impact et du coup, les entreprises vont pouvoir faire des choix responsables pour continuer finalement cette amélioration à venir. Donc, effectivement, alors nous, notre conviction, on s'est beaucoup interrogé sur tout ça. Effectivement, est-ce qu'on doit y voir des choses positives, des choses négatives? On a vu que le board de Total voulait que Total puisse rentrer dans le respect des accords de Paris. Et à l'inverse, on voit Trump qui, sans grande surprise, veut balayer tous les engagements environnementaux. Donc, on voit bien qu'en fait, il y a des choses qui arrivent sur des deux aspects. Et en fait, le monde sera ni blanc ni noir. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui, comme nous, comme la communauté de Juste après on fait quoi, auront envie d'aller vers quelque chose d'autre. Et il faut justement qu'on s'arme et qu'on agisse tous ensemble. Et puis, il y en aura d'autres qui iront dans d'autres directions. En fait, peu importe, du moment que le mouvement s'amplifie, on pense que c'est ça qui est important. Ouais. Et tu vois, on avait oublié, mais aujourd'hui, le 22 avril, c'est la journée de la Terre. On l'a même pas. Et je l'ai vu ce matin parce que tous mes collègues dans tous les pays sont en train de faire des grosses communications autour de ça. Donc voilà, c'est super d'être là tous ensemble le jour de la journée de la Terre pour parler de ça.
Et alors, j'en profite puisque demain, en fait, on lance le forum ouvert sur justement, juste après, on fait quoi, comment on réfléchit sur les business models de demain. Je vais vous mettre le lien dans la partie conversée si vous souhaitez participer. On est déjà 150 inscrits, donc c'est très chouette. Et l'idée, c'est de venir en complément de ces lives, avoir des moments où on peut échanger tous ensemble pour justement trouver des actions sur ce qu'on pourra faire après. Donc, hop, je vous l'envoie et on continue l'interview. Il me reste encore une petite question qui est qu'est-ce que le confinement t'a permis de faire que tu n'aurais pas pu faire sans cela? Alors écoute, donc je suis dans un appartement parisien sans balcon, sans espace extérieur, donc j'ai pas grand-chose à faire. J'ai beaucoup utilisé mon temps pour réaménager mon appart à l'intérieur et faire en sorte que quand je serai retourné au travail, j'ai mon petit cocon à la maison. Donc c'est vraiment voir les petits fabricants de mobilier français qui vont me permettre de finaliser ma décoration à l'intérieur. Et puis après, je suis plutôt très famille, hein, donc je suis du genre à appeler mes parents tous les jours, même 3 minutes en temps normal. Hein, mais là, ça me donne encore plus envie de les appeler et d'aller les voir tout le temps. Donc Ce sera j'attends, possible. ouais, voilà, j'attends avec impatience de rentrer chez moi pour aller les voir. Ça marche. Alors, les deux dernières questions de l'interview, c'est juste après, on fait quoi? Donc, quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui ont envie de suivre le modèle interface? On voit qu'en plus, c'est un des piliers de Climate Tech Back. Donc, première question, quel conseil tu leur donnerais pour se lancer et pour faire bouger les choses dans leur entreprise? Et deuxième question, comment est-ce que nous, on peut aider Interface dans cette phase actuelle? Alors le conseil, c'est un peu devenu la petite phrase en général quand on parle d'interface. On se dit toujours que si une entreprise de moquette peut le faire, tout le monde peut le faire. Mais surtout, si tout le monde peut le faire, tout le monde doit le faire. Donc c'est vraiment se dire que tout est possible. Je veux pas que ça paraisse encore une fois américain, mais la moindre petite chose sur laquelle on peut influencer, je ne sais pas dans quel domaine on travaille tous dans ce Zoom. Mais je suis sûr que chacun, quel que soit son service, quel que soit son poste, quelle que soit sa position, peut avoir un vrai impact et aller dire à son boss, à son collègue, voilà, ça, il ne faut plus qu'on le fasse de cette manière. Nous, c'est les trucs tout bêtes du bureau où il y a bien évidemment plus de plastique, plus ces choses-là, mais en se posant vraiment la question sur notre produit. Si on est dans une entreprise de parfum, ben voilà, il faut revoir le packaging, mais ça ne se limite pas juste à faire une meilleure PLV. Il faut vraiment voir tout ce qui est en lien au verre utilisé et tout ça. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire en se disant que, à mon échelle, je peux au moins influencer l'idée, sans forcément le faire, parce qu'on n'a pas tous les entreprises qui nous permettent d'investir dans ce projet, mais en tout cas, se poser la question, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle? Et ensuite, pour aider Interface, je dirais que vraiment, l'obstacle le plus important aujourd'hui, c'est la fin de vie. Parce que même si tout est en place, les entreprises ne font pas appel à nous. Donc, je pense que la première chose à faire quand vous retournerez dans dans vos bureaux respectifs, c'est regarder le sol, vérifier si c'est de la dalle de moquette interface. Si ce n'est pas ça, appelez les commerciaux régionaux, ça s'arrange. Mais en tout cas, allez voir les services généraux et leur faire comprendre que même au niveau de la moquette, on peut avoir une grande influence sur notre espace de travail et sur l'impact de notre entreprise. Donc, du coup, aller voir, taper aux services généraux et se renseigner sur ce qui nous entoure dans nos bureaux. Ça marche. Merci. Peut-être on va prendre encore 5 minutes. On avait une dernière question à vous poser. Christelle, je te passe la main. Oui, merci. Alors, avant de clore du coup ce webinaire, on voudrait que vous ayez un petit moment de réflexion et que vous réfléchissiez à la question qui s'affiche en face de vous, qui est quelles seraient vos propositions pour engager votre entreprise sur la voie de la réduction d'impact environnemental. Donc, je vous laisse une petite minute et vous mettez vos réponses dans la partie conversée. Et on partagera voilà, les 4 ou 5 meilleures réponses. Je ne sais pas s'il y a des meilleures réponses, mais en tout cas, on partagera vos réponses tous ensemble. À vous.
On précise qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est juste dans cette dynamique de, évidemment, réfléchir à ce qui peut être fait à son niveau et ça permet de rebondir sur ce que vient de dire Michael, savoir que vous avez forcément la possibilité de faire au moins une action. Exactement, que ce soit dans votre entreprise ou ailleurs par rapport à vos fonctions, on peut tous faire un petit quelque chose. Et c'est souvent les idées les plus bêtes qui vont avoir le plus d'impact. En tout cas, on l'a vu chez nous. Encore 30 secondes. Donc, n'hésitez pas à mettre vos réponses dans Converser. Il y a une fenêtre en bas à droite qui s'ouvrira. Ah, j'en profite pour passer un petit coucou. Tiens, je vois dans les personnes que j'ai une de mes anciennes stagiaires. Donc, coucou Angèle. C'est cool d'être venue. De mémoire, je crois qu'elle était là aussi la semaine dernière. Ah ouais? Ah Ouais. bah, super, moi, ça ne m'étonne pas. C'était une de nos super stagiaires de l'époque. Allez, je pense qu'on va partager ceux qui veulent continuer à mettre leurs réponses sur le chat dans Converser, n'hésitez pas. Alors, les quelques réponses qu'on a eues, je commence par Catherine, du coup, qui nous met qu'il faut engager les salariés dans la réflexion et permettre plus largement le télétravail. Clairement, je pense qu'en ce moment, le télétravail, les messages, les warnings sont passés auprès des dirigeants d'entreprise. Et effectivement, je rejoins à 200% Catherine, le fait de pouvoir inclure les salariés dans ce process de réflexion est vraiment primordial. Ce matin, j'ai discuté avec une personne qui disait dans son entreprise, c'était un objectif d'aller vers le télétravail, mais il y avait des freins et côté dirigeant et côté finalement aussi salarié. Elle me dit, bon, bah là, on a gagné 2 ans pour les entreprises parce que du coup, on a dû s'adapter en 3 semaines. C'est ça. On a Isabelle qui nous dit inciter au sourcing local. Effectivement, je pense que ça a beaucoup de sens. Et puis, le confinement nous a vraiment permis aussi, je pense, de voir toutes les initiatives, alors plus de 1 km de chez nous, hein, mais en tout cas localement présents. Je pense que c'est vraiment un bon point de départ. Et on va essayer de vous proposer, juste après On fait quoi, un intervenant qui est vraiment sur le Made in France. On en a approché 2. On n'a pas encore de réponse définitive, donc on va juste laisser ça sur le teasing, mais pour réfléchir justement à toute cette logique de filière Made in France suite à cette crise. Alors Fabien qui nous partage aussi ses réflexions, mobiliser les salariés de l'entreprise dans un projet concret de développement durable ou faire bouger les lignes par le bas. Je crois dur comme fer à la force de l'intelligence collective et encore plus quand ça vient des opérationnels. Donc, merci Fabien. Angèle qui nous dit qu'elle est dans la logistique et que ça a été pour elle, que ça serait en tout cas d'optimiser les départs de camions pour qu'ils partent vraiment remplis. On a aussi engagé les équipes dans l'optimisation des achats des matières premières, PLV notamment, en donnant des données claires, le taux de destruction. Et Angèle qui nous dit valoriser les articles obsolètes, donner à des associations ou revendre à des déstockeurs, le but étant de réduire à terme de stopper la destruction. Allez, une dernière, Mélisse, se dire plus on part de loin, plus il y aura de beaux chiffres à montrer. C'est un chouette mot de la fin, je trouve. Oui. Ouais, en tout cas, je trouve qu'effectivement, on est dans une période assez particulière et moi, j'ai l'impression qu'il y a plein de solutions qui émergent, des solutions qui n'existaient pas en 94 et sur lesquelles Interface a malgré tout fait son chemin. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a peut-être la chance d'avoir quand même plus de solutions à notre disposition. Donc, s'il y a plus de questions, je vous propose qu'on clôture ce live. On était ravis de passer ce moment avec toi, Michael, et de voir la suite des aventures d'Interface. On sera ravis de vous suivre, évidemment, dans les prochaines années, en espérant que vous continuez à nous montrer la voie. Et puis, je vais lancer un petit sondage de fin. Voilà, merci Michael, merci Christelle. Merci Audrey, merci Christelle. À bientôt.